6 vérités brutales sur le vieillissement, que vous devez accepter pour être heureux. Bienvenue à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion profonde sur l'un des sujets les plus tabous de notre époque. Nous passons notre existence entière à courir après demain, à espérer que l'avenir sera meilleur, plus prospère, plus paisible, plus rempli de satisfaction que le présent. Mais il existe une ombre qui plane constamment sur cette course effrénée, une ombre que nous refusons obstinément de regarder en face, que nous évitons soigneusement dans nos conversations, que nous chassons de nos pensées dès qu'elle apparaît. C'est celle du temps qui s'écoule inexorablement, seconde après seconde, jour après jour. Et c'est ce moment précis le matin devant le miroir où l'on découvre une nouvelle ride sur le visage. Une fatigue persistante qui ne disparaît plus après une nuit de sommeil. Une articulation qui craque un peu plus fort qu'avant. Un mouvement qui demande un peu plus d'effort. Nous portons tous cette peur viscérale et silencieuse de ne plus être la personne que nous étions autrefois, de perdre cette image de nous-mêmes que nous avons construite pendant des années. Cette peur nous accompagne chaque jour, même si nous refusons de l'admettre ouvertement. Nous voulons tous vivre longtemps. C'est le paradoxe absolu de l'existence humaine, une contradiction fondamentale qui nous habite tous. Personne, absolument personne, ne souhaite réellement devenir vieux. Nous voulons les années, mais nous refusons leur marque. Nous voulons la longévité, mais nous rejetons ses conséquences. Pourtant, je vais vous révéler quelque chose d'essentiel aujourd'hui, quelque chose que mes années de pratique en psychiatrie et en psychothérapie m'ont enseigné. Cette peur profonde n'est pas une fatalité inévitable contre laquelle nous ne pouvons rien faire. La vieillesse n'est pas un naufrage inéluctable, sauf si nous décidons de rester sur le quai, à regarder passivement le bateau s'éloigner, sans jamais monter à bord, sans jamais prendre les commandes de notre propre vie. Pour accéder au bonheur authentique, vraiment durable, il faut parfois avoir le courage immense d'accepter ce qui fait mal, ce qui dérange, ce qui bouscule nos certitudes. Il faut traverser courageusement la vérité, aussi inconfortable soit-elle, pour finalement découvrir la lumière qui brille de l'autre côté. C'est un chemin difficile, je ne vous mentirai pas, mais c'est le seul chemin qui mène vers une paix intérieure véritable. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous mentir comme le fait si souvent notre société. Nous n'allons pas nous raconter des histoires douces et réconfortantes pour nous endormir dans l'illusion que tout ira bien sans effort de notre part. Nous allons plonger ensemble, sans détour, dans la réalité brute de notre condition humaine à travers 6 vérités essentielles. 6 piliers fondamentaux que vous devez non seulement comprendre intellectuellement, mais intégrer profondément dans votre être, dans votre chair, dans votre esprit, pour débloquer cette sérénité que vous recherchez tant, parfois sans même savoir exactement ce que vous cherchez. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est absolument pas pessimiste. Contrairement à ce que vous pourriez penser au premier abord. C'est au contraire la clé précieuse de votre véritable liberté intérieure. Car il n'existe pas de bonheur durable bâti sur le déni de la réalité, sur le refus de voir les choses telles qu'elles sont. Le déni est un mur fragile qui finit toujours par s'effondrer sous le poids du réel, laissant celui qui s'y appuyait tomber brutalement. La vérité, elle, est un sol dur, parfois froid et inconfortable sous nos pieds, mais c'est sur ce sol solide et stable que l'on peut bâtir une maison robuste qui résistera aux tempêtes les plus violentes de l'hiver, aux vents les plus destructeurs. Commençons immédiatement par la première vérité, celle qui nous touche le plus intimement, celle qui concerne directement notre enveloppe corporelle, ce corps qui nous a accompagnés depuis notre naissance et qui commence maintenant à nous rappeler son existence d'une manière parfois douloureuse. Première vérité, le corps devient une contrainte inévitable. C'est la première chose fondamentale à accepter pleinement, sans réserve, sans négociation. Nous vivons dans une société obsédée par l'image, une société qui glorifie constamment la performance physique, la vitesse, la fermeté de la peau, l'éclat du regard, la jeunesse éternelle comme valeur suprême. On nous vend quotidiennement l'idée séduisante que si nous faisons suffisamment de sport, si nous mangeons suffisamment de super-aliments aux propriétés miraculeuses, si nous utilisons suffisamment de crèmes anti-âge aux formules révolutionnaires, nous pourrons figer le temps indéfiniment
arrêter le vieillissement dans sa course. Et c'est un mensonge magnifique et séduisant, enrobé dans de belles promesses marketing, mais c'est fondamentalement un mensonge cruel qui nous prépare à une déception immense. La vérité biologique est implacable et ne négocie pas avec nos désirs. Elle suit ses propres lois indépendantes de notre volonté. Nos cellules vieillissent naturellement selon un programme génétique établi depuis des millions d'années d'évolution. Nos muscles perdent progressivement de leur force explosive, même avec un entraînement régulier. Notre capacité de récupération devient de plus en plus lente avec les années qui passent, quels que soient nos efforts pour la maintenir. Pourquoi cette réalité est-elle si brutale à accepter pour la plupart d'entre nous? Parce que notre identité profonde, notre sentiment de qui nous sommes, aura été construite depuis l'adolescence sur nos capacités physiques, sur ce que notre corps pouvait accomplir. Je suis celui qui court rapidement, qui gagne les compétitions. Je suis celle qui peut travailler 15 heures d'affilée sans montrer le moindre signe de faiblesse. Je suis celui qui séduit facilement grâce à mon apparence physique. Toute notre estime de nous-mêmes repose souvent sur ces piliers physiques. Et soudain, brutalement, sans prévenir, le corps dit non. Le corps impose des limites strictes que nous n'avions jamais connues auparavant. Ce genou qui supportait tout commence à protester. Ce dos qui était si solide se raidit au moindre mouvement inhabituel. Cette énergie qui semblait inépuisable s'évapore plus rapidement. La souffrance réelle, la tristesse profonde de la vieillesse ne provient pas du corps qui change physiquement. Cette transformation est naturelle et universelle. Elle provient de l'esprit qui refuse obstinément ce changement inévitable, qui se bat contre une réalité impossible à modifier. C'est la distance douloureuse entre ce que je peux encore faire aujourd'hui et ce que je voudrais toujours pouvoir faire, qui crée le malheur profond, la frustration constante, l'amertume qui s'accumule jour après jour. C'est une véritable guerre civile intérieure qui se déroule silencieusement dans nos têtes. Vous vous battez contre vous-même chaque matin au réveil. Vous vous levez en étant furieux contre ce genou qui fait mal sans raison apparente, contre ce dos qui s'est raidi pendant la nuit alors que vous n'avez rien fait de particulier. Vous traitez votre propre corps comme un ennemi traître, comme un allié qui vous abandonne lâchement au moment où vous avez encore tant de choses à accomplir. Vous lui en voulez de ne plus répondre à vos ordres comme avant, de ne plus obéir à votre volonté. Mais imaginez un instant, prenez vraiment le temps d'imaginer ce qui se passerait si vous signiez un armistice intérieur avec votre corps. Si vous acceptiez simplement, sans jugement ni amertume, que ce corps, ce vieux et fidèle compagnon de route qui vous a servi pendant des décennies, a légitimement le droit d'être fatigué maintenant. Il vous a porté pendant des décennies entières sans jamais se plaindre. Il a cicatrisé toutes vos blessures, petites et grandes. Il a digéré tous vos excès alimentaires, toutes vos nuits blanches, tous vos abus. Il a couru quand vous le lui demandiez, il a aimé avec passion, il a tremblé de peur et de joie, il a dansé, il a travaillé. Accepter que le corps devienne une contrainte, ce n'est absolument pas se résigner passivement à l'immobilité totale, à l'inactivité complète. Ce n'est pas abandonner tout effort ni toute vie. C'est intelligemment changer de stratégie existentielle, c'est adapter notre approche à une nouvelle réalité. C'est passer de la performance épuisante et stressante à la bienveillance envers soi-même, à l'écoute de ses besoins réels. C'est arrêter de forcer brutalement la machine à dépasser constamment ses limites pour commencer véritablement à l'écouter avec attention et respect, à comprendre ses signaux. Le bonheur, passé un certain âge que chacun atteint à son propre rythme, ne réside plus dans l'exploit physique spectaculaire qui impressionne les autres, mais dans l'harmonie sensorielle délicate, dans les plaisirs simples redécouverts. Sentir la chaleur bienfaisante du soleil sur sa peau, marcher tranquillement à son propre rythme, sans se comparer aux autres, savourer un repas délicieux sans se presser inutilement, apprécier le confort d'un moment de repos bien mérité. Ces expériences deviennent plus riches, plus profondes qu'elles ne l'étaient dans la jeunesse. Lorsque vous arrêtez enfin de nier le vieillissement naturel de votre corps, lorsque vous cessez de lutter contre l'évidence,
vous arrêtez simultanément de souffrir de l'image que vous perdez progressivement dans le miroir. Cette libération est immense. Vous gagnez une énergie immense et précieuse, une énergie considérable que vous gaspilliez auparavant à essayer désespérément de paraître 20 ans de moins, à maintenir une illusion épuisante pour vous et peu convaincante pour les autres. Cette énergie libérée, cette force mentale récupérée, vous pouvez maintenant l'investir intelligemment ailleurs, dans des activités qui nourrissent véritablement votre âme, qui donnent du sens à votre existence, qui enrichissent votre vie intérieure. Acceptez pleinement la contrainte du corps vieillissant, sans amertume ni révolte stérile. C'est la première étape essentielle pour libérer l'esprit de ses chaînes, pour permettre à votre psyché de s'épanouir d'une manière nouvelle, plus profonde qu'auparavant. Deuxième vérité, la mort sociale tue avant la mort biologique. Cela nous amène directement à notre deuxième vérité fondamentale, et celle-ci est peut-être la plus dangereuse de toutes si on l'ignore complètement, si on refuse de la prendre en compte. La mort sociale tue progressivement le cerveau bien avant que la mort biologique n'arrête définitivement le cœur. Nous sommes fondamentalement des êtres de lien, des créatures sociales jusqu'au plus profond de notre biologie. J'ai consacré l'essentiel de ma carrière de psychiatre et psychothérapeute à observer minutieusement comment les êtres humains interagissent, comment ils se construisent mutuellement à travers leurs relations, comment ils guérissent ou souffrent selon la qualité de leurs liens. Un être humain, isolé, n'est pas un être humain complet et épanoui. C'est une vérité que confirment toutes les recherches en psychologie et en neurosciences. Notre cerveau est littéralement sculpté par le regard de l'autre, par la parole de l'autre, par l'échange constant avec l'autre. Et nos connexions neuronales se forment et se renforcent à travers les interactions sociales. Notre identité elle-même se construit dans le miroir que nous tendent les autres. Quand nous sommes jeunes, le lien social est naturellement imposé par les circonstances de la vie. L'école nous plonge quotidiennement dans un bain social intense. Le travail nous oblige à interagir constamment avec des collègues. Les enfants que l'on doit élever créent automatiquement des réseaux de relations avec d'autres parents, d'autres familles. Le monde extérieur vient spontanément nous chercher, nous solliciter. On est constamment sollicité, parfois même excessivement, au point que cela peut devenir épuisant. On rêve alors de calme, de solitude tranquille, de pouvoir enfin être seul avec soi-même sans être dérangé. Vivement que je puisse avoir un peu de paix, pensons-nous souvent. Mais attention, soyez très prudent avec ce que vous souhaitez ardemment, car la vieillesse apporte souvent ce calme tant désiré de manière brutale, sous la forme du silence pesant, de l'absence de sollicitation, du téléphone qui ne sonne plus. La retraite arrive, marquant la fin d'une période de vie structurée. Les enfants partent construire leur propre vie dans d'autres villes, parfois d'autres pays. Les collègues avec qui nous avions des relations quotidiennes disparaissent progressivement de notre existence, et insidieusement, sans qu'on s'en rende vraiment compte au début, le téléphone sonne de moins en moins souvent. Les invitations se raréfient. Les conversations spontanées se font plus rares. C'est précisément ici que se joue le drame silencieux dont personne ne parle vraiment, ce drame qui se déroule dans l'ombre, loin des regards. Si vous n'y prenez pas garde consciemment, si vous ne faites pas attention à ce processus insidieux, votre monde personnel rétrécit dangereusement, jour après jour, semaine après semaine. Les frontières de votre univers se resserrent progressivement autour de vous. Vous commencez à penser que vous ne comprenez plus cette époque moderne qui évolue trop vite, que les jeunes parlent trop rapidement avec des mots que vous ne connaissez pas, que la technologie est devenue trop compliquée pour vous, trop difficile à maîtriser. Alors, progressivement, presque imperceptiblement, vous vous retirez. Vous vous enfermez dans votre citadelle intérieure, dans un monde qui vous est familier, mais qui devient de plus en plus petit. Vous pensez vous protéger du bruit dérangeant du monde extérieur, de son agitation incompréhensible. Mais en réalité, sans le réaliser pleinement, vous vous coupez de la source même de la vie psychique, de cette énergie vitale qui vient de l'échange avec autrui. Vous vous isolez progressivement dans un cocon qui devient une prison. Il faut accepter courageusement cette vérité difficile, cette réalité dérangeante. Si vous ne faites pas l'effort constant, volontaire, parfois même épuisant, d'aller vers les autres,
de maintenir et créer des liens, vous allez mourir intérieurement bien avant votre mort physique. Votre esprit va s'éteindre progressivement, même si votre corps continue de fonctionner. Le cerveau fonctionne exactement comme un muscle physique. Cette comparaison n'est pas une simple métaphore. S'il n'est pas régulièrement stimulé par l'interaction sociale authentique, par la surprise d'une conversation inattendue, par la nécessité de décoder le visage et les émotions de l'autre, il s'atrophie progressivement. Les connexions neuronales qui ne sont plus utilisées disparaissent. Les circuits de la mémoire et de la cognition se détériorent. La mélancolie s'installe durablement comme un brouillard épais, on ressasse indéfiniment les mêmes pensées. On tourne en rond dans ses propres souvenirs sans pouvoir en sortir, comme un disque rayé qui répète toujours la même note. Pour vivre heureux en vieillissant, pour maintenir une qualité de vie mentale et émotionnelle, il faut activement lutter contre cette force centrifuge qui nous pousse inexorablement vers la solitude, vers le repli sur soi. Il faut provoquer délibérément la rencontre humaine, créer activement des occasions d'échange. Cela demande énormément d'humilité, il faut bien le reconnaître. Il faut accepter de ne plus être systématiquement le centre de l'attention générale comme on pouvait l'être plus jeune. Il faut accepter d'aller vers des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément, qui appartiennent à d'autres générations, qui ont d'autres centres d'intérêt. Il faut parfois sortir de sa zone de confort relationnel. Il faut oser dire simplement, sans honte, « J'ai besoin de vous, j'ai besoin de parler, d'échanger, de partager ». Cette vulnérabilité est difficile, mais nécessaire. Le bonheur dans la vieillesse est totalement indissociable de la qualité profonde de nos attachements, de la richesse de nos liens sociaux. Ce n'est pas le nombre impressionnant d'amis sur les réseaux sociaux qui compte véritablement, ce n'est pas la quantité de connaissances superficielles. C'est la profondeur authentique de l'échange. C'est la qualité de la présence. Avoir quelqu'un à qui raconter sincèrement sa journée, quelqu'un qui se soucie vraiment de savoir si vous avez bien dormi, quelqu'un qui remarque quand vous n'allez pas bien. C'est précisément cela qui maintient le cerveau en alerte et en vie, qui nourrit notre psyché. Nous avons tous besoin d'un tuteur de résilience, un concept que j'ai développé dans mes travaux. Nous avions besoin d'un tuteur pour grandir harmonieusement quand nous étions enfants, quelqu'un sur qui s'appuyer, mais nous avons tout autant besoin d'un tuteur pour rester debout dignement quand nous vieillissons, pour ne pas sombrer. Acceptez pleinement que vous ne pouvez pas vivre en autarcie complète, que l'être humain n'est pas fait pour la solitude prolongée. La solitude choisie consciemment, celle qu'on s'offre par moments pour se ressourcer, est un luxe rare et bénéfique. Mais la solitude subie, celle qu'on endure sans l'avoir choisie, est un poison lent mais mortel qui détruit progressivement notre santé mentale. Brisez courageusement la glace sociale qui peut se former. Parlez à vos voisins, même si cela vous semble difficile au début. Inscrivez-vous dans des associations locales qui partagent vos centres d'intérêt. Retournez voir le monde extérieur, sortez de chez vous régulièrement. Le monde ne viendra plus spontanément vous chercher comme il le faisait avant. Les sollicitations ne viendront plus d'elles-mêmes. C'est désormais à vous d'aller frapper activement à sa porte, de faire le premier pas. C'est une vérité exigeante et difficile. Je le reconnais pleinement et honnêtement. Cela demande du courage authentique quand on se sent un peu plus fragile qu'avant, un peu plus invisible socialement, quand on a l'impression de ne plus avoir sa place. Mais c'est le prix indispensable à payer pour garder la lumière intérieure allumée, pour maintenir cette flamme vitale qui nous anime. Et c'est précisément en gardant cette lumière vivante, en nourrissant cette flamme, que nous pouvons éclairer notre propre histoire personnelle d'une lumière nouvelle. Troisième, vérité. Le passé n'est pas un refuge figé. Ce qui nous conduit naturellement à la troisième vérité brutale, intimement liée aux précédentes. Le passé n'est pas un refuge figé et immuable auquel nous pourrions nous accrocher, mais une histoire vivante que l'on doit recomposer sans cesse pour pouvoir l'accepter pleinement et en faire quelque chose de constructif. On entend fréquemment les personnes âgées déclarer avec nostalgie « C'était tellement mieux avant ». Les gens étaient plus respectueux, la vie était plus simple, les valeurs étaient plus solides. On se réfugie facilement dans la nostalgie idéalisée du passé. On polit méticuleusement ses souvenirs comme des trophées précieux sur une cheminée,
en effaçant progressivement tout ce qui était difficile, en ne gardant que les moments dorés. Ou à l'inverse, certains sont hantés douloureusement par des regrets persistants, par des remords tenaces qui les rongent. Si seulement j'avais fait ceci différemment, si seulement j'avais dit cela à cette personne, si seulement j'avais saisi cette opportunité. Le passé devient alors un poids écrasant, un sac à dos rempli de pierres lourdes que l'on traîne péniblement chaque jour, qui alourdit chacun de nos pas. La vérité brutale, celle que les neurosciences nous révèlent aujourd'hui, c'est que le passé, tel que vous croyez sincèrement vous en souvenir, n'existe pas objectivement dans une forme figée. Notre mémoire ne fonctionne pas comme nous l'imaginons. La mémoire n'est pas un disque dur informatique fidèle et précis qui stocke des données immuables. La mémoire est une reconstruction permanente et créative, un processus dynamique qui réécrit constamment notre histoire. Chaque fois que vous évoquez un souvenir, que vous le racontez ou simplement que vous y pensez, vous le modifiez légèrement, imperceptiblement, en fonction de votre émotion du moment présent, de votre état d'esprit actuel, du contexte dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes triste aujourd'hui, submergé par la mélancolie, votre passé entier vous semblera tragique et sombre, rempli de difficultés et d'échecs. Si vous êtes apaisé intérieurement, en paix avec vous-même, votre passé vous semblera être une belle leçon de vie, un parcours riche d'enseignements. Pour vivre véritablement heureux, pour accéder à cette sérénité que nous recherchons tous, il faut accepter de retravailler activement son histoire personnelle, de la recomposer consciemment. Il ne s'agit absolument pas de mentir à soi-même, de se raconter des histoires fausses, d'inventer un passé qui n'a jamais existé. Il s'agit de donner du sens à son parcours, de comprendre comment les différentes pièces de notre vie s'assemblent pour former un tout cohérent. Beaucoup de personnes vieillissent dans l'amertume profonde parce qu'elles restent bloquées sur des chapitres douloureux de leur vie. Elles se définissent exclusivement par leurs échecs passés, par les trahisons qu'elles ont subies il y a 30 ans, par les occasions manquées, par les erreurs commises. Elles sont prisonnières d'un récit de victimes impuissantes qui les empêche d'avancer. Mais vous avez réellement le pouvoir de changer ce narratif intérieur, cette histoire que vous vous racontez sur vous-même. Ce pouvoir est entre vos mains, personne d'autre ne peut le faire pour vous. Vous êtes le scénariste de votre propre vie jusqu'à la dernière minute de votre existence, jusqu'à votre dernier souffle. Et vous avez le pouvoir de réécrire votre endroit de votre histoire, pas dans les faits, qui restent ce qu'ils sont, mais dans le sens que vous leur donnez. Regarder son passé avec bienveillance, avec compassion envers soi-même, c'est se dire sincèrement « Oui, j'ai profondément souffert à certains moments. Oui, j'ai commis des erreurs importantes, parfois graves. Mais tout cela m'a conduit précisément ici, à être la personne que je suis aujourd'hui. Tout cela a forgé la personne unique que je suis devenue, avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. C'est ce que j'appelle dans mon travail thérapeutique transformer la boue en or, faire de nos blessures des sources de sagesse. Accepter que l'on ne peut absolument pas changer les faits objectifs de notre passé. Ce qui s'est passé est arrivé et ne peut être modifié, mais que l'on peut totalement changer la couleur et le sens qu'on leur donne, la manière dont on les intègre dans notre histoire globale. C'est un travail actif et conscient qui demande du temps et des efforts. Il faut trier patiemment dans ses souvenirs, séparer ce qui mérite d'être gardé de ce qui doit être mis à distance. Il faut pardonner courageusement, non pas pour faire plaisir aux autres qui nous ont blessés, non pas pour minimiser ce qui s'est passé, mais pour se libérer soi-même des chaînes du ressentiment qui nous emprisonnent, de la colère qui nous ronge de l'intérieur. Pardonner à la vie de ne pas avoir été parfaite, de ne pas avoir correspondu à nos attentes. Pardonner à soi-même de n'avoir pas été un héros tous les jours, d'avoir été simplement humain avec ses faiblesses et ses limitations. C'est précisément cela, recomposer intelligemment son histoire personnelle. C'est faire la paix profonde avec l'enfant que vous étiez, cet enfant qui a grandi en vous, avec l'adulte que vous avez été, avec toutes vos décisions bonnes et mauvaises, pour que la personne âgée que vous devenez puisse respirer tranquillement, sans être étouffée par le poids du passé. Ne laissez jamais votre passé devenir une prison mentale dans laquelle vous êtes enfermé. Faites-en plutôt une bibliothèque riche
où vous aimez vous promener occasionnellement, où vous pouvez retrouver des souvenirs précieux, mais dont vous gardez toujours la clé pour pouvoir en sortir librement quand vous le souhaitez et vivre pleinement au présent. Quatrième vérité, l'arrêt de l'activité est une agression contre votre cerveau. Poursuivons notre exploration ensemble et avançons plus profondément dans cette réflexion. Nous avons parlé du corps physique et de ses transformations, du lien social et de son importance vitale, de la mémoire et de la manière dont nous reconstruisons notre passé. Mais il existe un danger beaucoup plus insidieux qui guette au tournant de l'âge, un piège dans lequel beaucoup tombent sans même s'en rendre compte. Une petite musique douce et mortelle que la société nous joue constamment, en boucle, jour après jour, l'idée séduisante du repos bien mérité. Cela nous amène à la quatrième vérité brutale que je dois partager avec vous. L'arrêt complet de l'activité et des projets est une agression directe contre votre neuroplasticité cérébrale, contre la capacité de votre cerveau à rester vivant et fonctionnel. On nous a vendu la retraite comme de grandes vacances éternelles et comme une récompense finale après des années de labeur. On travaille intensément pendant 40 ans, parfois plus, avec cette carotte attractive au bout du bâton, cette promesse qui nous fait tenir. Bientôt je ne ferai plus rien. Bientôt je pourrai enfin me reposer complètement. Je pourrai me lever quand je veux, faire ce que je veux, n'avoir plus aucune obligation. Et quand ce moment tant attendu arrive finalement, quand cette porte s'ouvre, pour beaucoup c'est le vide existentiel qui apparaît, le vertige profond face à l'absence de structure. Pourquoi cette réaction paradoxale? Parce que le cerveau humain n'est absolument pas programmé pour le rien absolu, pour l'inactivité totale. Le cerveau est fondamentalement un organe de résolution de problèmes complexes. C'est sa fonction première. Il est fait pour anticiper constamment l'avenir, pour planifier les prochaines étapes, pour apprendre continuellement de nouvelles choses. Dès l'instant précis où vous arrêtez complètement d'apprendre, où vous cessez de stimuler votre cerveau avec de nouveaux défis, vous commencez biologiquement à mourir, même si vous êtes encore physiquement vivant. La neuroplasticité, cette capacité extraordinaire et fascinante qu'ont nos neurones de créer constamment de nouvelles connexions synaptiques, de former de nouveaux circuits, ne s'arrête pas automatiquement à 60 ans, ni même à 80 ans. Les recherches scientifiques l'ont démontré de manière irréfutable. Le cerveau peut continuer à former de nouvelles connexions jusqu'à un âge très avancé. Elle ne s'arrête définitivement que si on arrête volontairement de l'utiliser et si on cesse de la stimuler. C'est brutal comme vérité parce que cela va totalement à l'encontre de notre envie naturelle de confort, de facilité. Il est confortable de s'asseoir paisiblement dans son fauteuil préféré et de regarder passivement la télévision pendant des heures, de laisser le temps passer sans effort. Il est confortable de rester enfermé dans la routine sécurisante qui ne demande aucun effort mental, de faire toujours les mêmes mots, croisés dont on connaît les réponses, de voir systématiquement les mêmes personnes sans jamais élargir son cercle, de manger invariablement les mêmes plats qui ne surprennent plus. C'est extrêmement confortable, rassurant même, mais c'est absolument létal pour l'esprit, c'est un poison lent qui détruit progressivement nos capacités cognitives. L'ennui chronique est un stress toxique pour le cerveau vieillissant. Quand il n'y a plus aucun défi à relever, plus aucun projet à construire, plus aucun objectif à atteindre, les fonctions cognitives déclinent à une vitesse véritablement effrayante. Les études le montrent clairement. Vous pensez vous reposer tranquillement, prendre enfin le repos que vous méritez après tant d'années de travail, mais en réalité vous rouillez progressivement, comme une machine qu'on n'utilise plus. Pour vivre véritablement heureux, pour maintenir une qualité de vie mentale satisfaisante, il faut accepter cette vérité exigeante. La retraite ne doit absolument pas être un retrait complet de la vie, mais une réinvention créative de l'activité. Il faut intelligemment remplacer la contrainte professionnelle qui disparaît par une contrainte choisie librement, une contrainte passionnelle qui vient de l'intérieur. Vous devez absolument avoir un projet personnel, peu importe lequel précisément, peu importe son ampleur. Apprendre une nouvelle langue étrangère qui vous permettra de voyager ou simplement d'exercer votre mémoire, jardiner avec passion en créant un petit potager ou en entretenant des fleurs, écrire vos mémoires pour transmettre votre histoire aux générations futures,
aider une association locale qui a besoin de bénévoles, construire une maquette complexe qui demande patience et précision, peu importe vraiment le domaine choisi. Ce qui compte fondamentalement, c'est l'attention dirigée vers un but précis, vers quelque chose qui a du sens pour vous. Ce qui compte essentiellement, c'est de se lever le matin en ayant quelque chose de concret à faire, quelque chose qui vous demande un effort réel, qui mobilise votre attention et votre énergie. L'effort mental est la vitamine essentielle du cerveau, son carburant principal. C'est précisément quand on se confronte à la difficulté d'apprendre quelque chose de nouveau, quand on sort de sa zone de confort intellectuel, que l'on se sent véritablement vivant, que l'on éprouve cette satisfaction profonde d'avoir progressé. Regardez attentivement les artistes créateurs, les musiciens passionnés, les écrivains prolifiques, les scientifiques curieux. Ils ne prennent jamais vraiment leur retraite définitive. Ils ne s'arrêtent pas complètement. Ils continuent de créer, d'explorer, d'inventer jusqu'au bout de leur vie, jusqu'à leur dernier jour. Pourquoi ce phénomène remarquable? Parce que la création les maintient littéralement en vie. Elle nourrit leur cerveau et donne du sens à leur existence. Vous n'avez absolument pas besoin d'être Picasso ou Mozart pour être un créateur dans votre vie. Créer, c'est simplement faire exister quelque chose qui n'était pas là avant, qui n'existait pas. Un gâteau délicieux, préparé avec amour, un tricot coloré fait de vos mains, une lettre touchante écrite à un ami, un sourire généreux offert à un inconnu. Toutes ces petites créations quotidiennes maintiennent votre cerveau actif et engagé. Ne tombez surtout pas dans le piège redoutable et destructeur du « à quoi bon ». À quoi bon commencer le piano à 70 ans alors que je ne serai jamais un virtuose? Mais justement, ce n'est pas le but. C'est pour le pur plaisir de jouer, pour la joie profonde de sentir vos doigts devenir progressivement plus agiles, de découvrir des sensations nouvelles, pour la fierté légitime de réussir un morceau simple qui vous semblait impossible au début. L'absence totale de projet, le vide d'objectifs, ouvre directement la porte grande ouverte à la dépression, à cette tristesse profonde qui s'installe et ne part plus. Gardez toujours un horizon devant vous, aussi modeste soit-il. Tant qu'il y a un projet, même petit, il y a du futur devant vous. Et tant qu'il y a du futur, la vieillesse n'est pas une fin inéluctable, mais une continuation naturelle de l'existence. Cinquième vérité, la résilience. N'est pas redevenir jeune. Mais attention, et c'est important de le préciser clairement, avoir des projets ne signifie absolument pas essayer désespérément de redevenir celui ou celle qu'on était à 30 ans, de retrouver cette jeunesse perdue. Et c'est précisément là que réside la cinquième vérité, celle qui touche au cœur de ma philosophie thérapeutique développée pour Popote au fil des années. La résilience ne signifie pas redevenir jeune, retrouver l'état d'avant, mais apprendre à vivre différemment, de manière nouvelle et adaptée, avec la déchirure inévitable du temps qui passe. Le mot résilience est souvent profondément mal compris dans notre société. On imagine naïvement que c'est rebondir automatiquement après un choc, revenir à l'état initial, comme un élastique parfait qui reprend sa forme. Mais quand on subit un traumatisme important ou simplement l'usure naturelle du temps qui s'écoule, on ne revient jamais à l'état initial. Jamais exactement. On ne redevient jamais exactement comme avant, cet avant n'existe plus. Celui qui cherche obsessionnellement à retrouver sa jeunesse perdue court après un fantôme insaisissable qui s'éloigne toujours plus. Il s'épuise complètement dans une quête impossible et frustrante qui ne peut que mener à la déception. C'est le syndrome destructeur du jeunisme que notre société encourage malheureusement. Cette volonté pathétique de s'habiller comme un adolescent alors qu'on a 70 ans, de parler comme un adolescent avec des expressions qui ne sont pas les nôtres, de nier complètement l'expérience accumulée pour singer maladroitement l'innocence et l'insouciance de la jeunesse. La vraie résilience psychologique, celle qui fonctionne véritablement, c'est quelque chose de totalement différent, beaucoup plus profond. C'est tricoter patiemment un nouveau vêtement avec les fils de notre vie. Il sait prendre les fils rompus de notre existence, les fils usés et fatigués, les fils de couleurs différentes qui représentent nos différentes expériences, et en faire un nouveau vêtement unique qui nous appartient. Peut-être que ce vêtement sera moins lisse que celui de notre jeunesse,
moins brillant que ce que nous portions à 20 ans. Il aura des nœuds visibles qui racontent nos difficultés, des accros réparés qui témoignent de nos chutes et de nos relèvements, des cicatrices apparentes qui disent nos blessures. Mais il sera absolument unique, il sera véritablement le nôtre. Il aura une texture riche que seule l'expérience peut donner, une épaisseur profonde que la jeunesse lisse et sans histoire ne possède pas encore. Accepter la déchirure du temps, accepter que nous ne sommes plus ceux que nous étions, c'est accepter que nous sommes des êtres profondément métamorphosés par l'expérience de la vie, transformés par tout ce que nous avons traversé. Nous avons perdu certaines choses au fil du temps. C'est absolument indéniable et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Nous avons perdu la rapidité physique d'autrefois, l'insouciance légère de la jeunesse, peut-être la beauté physique selon les canons superficiels et changeants des magazines qui ne reflètent qu'une norme arbitraire. C'est un deuil nécessaire à faire, un processus de séparation avec ce que nous étions. Il faut pleurer sincèrement ce que l'on a perdu, autoriser cette tristesse, pour pouvoir véritablement accueillir ensuite ce que l'on a gagné. Et qu'avons-nous réellement gagné en vieillissant ? Une vision claire de la vie, une profondeur de champ exceptionnelle que seules les années peuvent offrir, la capacité précieuse de relativiser les événements qui autrefois nous auraient dévastés. Quand on est jeune et inexpérimenté, chaque problème ressemble à une montagne insurmontable. Chaque difficulté semble être la fin du monde. Quand on a vécu intensément, quand on a traversé des épreuves et qu'on en est sorti, on sait que les montagnes ne sont souvent que des collines vues de trop près. On sait que les chagrins passent inévitablement avec le temps, même ceux qui semblent insupportables. On sait que les joies reviennent toujours, même après les périodes les plus sombres. Cette sagesse-là, cette capacité remarquable à encaisser les chocs de la vie sans s'effondrer complètement, à rester debout dans la tempête, c'est précisément cela, la résilience de l'âge, le cadeau que nous offrent les années. C'est apprendre à naviguer avec un bateau qui est peut-être un peu moins rapide qu'autrefois, qui ne gagne plus les courses, mais qui tient beaucoup mieux la mer dans la tempête, qui ne chavire pas au premier coup de vent. Ne cherchez jamais à effacer artificiellement vos rides avec des produits ou des interventions, à lutter contre ces marques du temps. Elles sont la carte géographique authentique de vos émotions accumulées, de tous vos rires partagés, de toutes vos larmes versées. Elles disent précisément ce que vous avez vécu. Elles racontent votre histoire unique. Vivre heureux, c'est porter son âge, non comme un fardeau écrasant dont on aurait honte, mais comme une armure patinée par les batailles de la vie, une armure noble et respectable qui témoigne de notre parcours. Et c'est dire au monde, avec fierté et dignité, « Je ne suis plus neuf, c'est vrai, mais je suis profondément réel, je suis authentique, j'ai vécu. » Sixième vérité, votre valeur réside dans la transmission. Enfin, nous arrivons à la sixième et dernière vérité, celle qui donne tout son sens profond aux 5 autres, celle qui répond à la question existentielle fondamentale qui hante tant de personnes âgées. À quoi je sers maintenant ? Quelle est encore mon utilité ? Votre valeur ne réside plus dans la performance ou l'action productive, mais dans la transmission de votre expérience et le lien humain que vous pouvez tisser. Dans notre première partie de vie, pendant plusieurs décennies, nous sommes définis essentiellement par le faire constant, par l'action visible. Je fais des études pour obtenir des diplômes, je fais carrière pour gravir les échelons, je fais de l'argent pour assurer ma sécurité financière, je fais des enfants pour fonder une famille. Nous sommes dans la conquête permanente, dans la construction. Nous voulons prouver notre valeur aux autres et à nous-mêmes par nos résultats tangibles et mesurables. Et c'est parfaitement normal et sain, c'est l'énergie vitale de la construction, de la période productive de la vie. Mais arrive inévitablement un moment où cette logique de performance s'épuise naturellement, où elle perd de sa pertinence. On ne monte plus les échelons hiérarchiques dans l'entreprise, on ne court plus aussi vite qu'avant dans les projets professionnels. Si vous continuez obstinément à mesurer votre valeur uniquement à l'aune de votre performance productive, comme vous le faisiez à 30 ou 40 ans, vous allez vous sentir profondément inutile, diminué, sans valeur. Vous allez vous sentir comme un outil obsolète qu'on laisse au fond du garage parce qu'il ne sert plus à rien.
c'est précisément là qu'il faut opérer le basculement le plus fondamental de toute notre existence. Il faut passer de la logique de la conquête égocentrée à la logique du don généreux tourné vers les autres. Votre rôle dans la société change profondément, et c'est une bonne chose. Vous n'êtes plus l'acteur principal qui occupe le devant de la scène et tire l'épée pour conquérir. Vous devenez le sage de l'histoire, le guide qui éclaire le chemin, le passeur de sagesse qui aide les autres à traverser. Votre valeur immense, c'est ce que vous pouvez transmettre aux générations suivantes, ce patrimoine immatériel que vous seul possédez. Et je ne parle pas seulement de transmettre un patrimoine financier ou des biens matériels. Je parle de transmettre une histoire qui donne du sens, des valeurs éprouvées par l'expérience, une écoute attentive et patiente que peu de gens savent encore offrir aujourd'hui. Les jeunes générations actuelles sont perdues dans un monde complexe et changeant, anxiogène et instable, immédiat et superficiel. Elles ont désespérément besoin de repères solides, d'ancrage dans le temps long. Elles ont besoin de voir qu'on peut traverser les épreuves et rester debout dignement, qu'on peut connaître l'échec et se relever, qu'on peut perdre et continuer à vivre. Vous êtes la preuve vivante que la survie est possible, que la résilience existe, que la vie continue malgré tout. Votre utilité sociale fondamentale, c'est d'être le gardien du temps long dans une société obsédée par l'immédiateté. C'est de raconter comment c'était avant, comment les choses ont évolué. Non pas pour dire que c'était forcément mieux, non pas pour tomber dans la nostalgie stérile, mais pour donner des racines solides à ceux qui n'ont que des ailes et qui s'envolent sans savoir où atterrir. C'est d'offrir une oreille patiente et attentive, cette patience précieuse que les jeunes n'ont pas encore développée dans leur course permanente. Être grand-parent attentif, par exemple, ou être un aîné bienveillant et disponible dans son quartier, dans son immeuble, c'est une fonction capitale pour la cohésion sociale. C'est le ciment invisible de la société qui empêche tout de s'effondrer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir immense d'une histoire racontée avec émotion, d'un conseil donné avec douceur et sans jugement, d'une présence rassurante dans les moments difficiles. C'est là que réside votre nouvelle puissance, votre nouveau pouvoir. Non plus dans la force de vos bras qui pouvaient soulever des charges lourdes, mais dans la force de votre âme qui a été trempée par l'expérience. Accepter que l'on n'est plus dans la performance productive, que ce chapitre est terminé, c'est se libérer de la pression du résultat constant, de l'obligation de toujours faire mieux et plus. Vous n'avez plus rien à prouver à personne, absolument rien. Vous avez tout à partager généreusement avec ceux qui en ont besoin. C'est une liberté extraordinaire que peu de gens comprennent vraiment. Vous pouvez enfin être vous-même sans masque social, sans artifice pour impressionner, sans jouer un rôle, et vous pouvez aimer gratuitement, sans arrière-pensée, donner sans attendre de retour immédiat ou de reconnaissance. C'est cela la beauté crépusculaire de la vie, cette période unique. Une lumière moins éblouissante et agressive que celle de midi qui aveugle, mais une lumière plus chaude, plus dorée, plus enveloppante qui réchauffe vraiment. Conclusion. Le chemin vers la sérénité. Ces 6 vérités que nous avons explorées ensemble peuvent sembler dures à première vue. Le corps qui devient une contrainte, le risque réel de solitude sociale, le passé qu'il faut recomposer consciemment, la nécessité de maintenir l'effort intellectuel, le deuil de la jeunesse à accomplir, le changement profond de rôle social. Oui, je le reconnais pleinement, c'est un chemin escarpé et difficile. Mais c'est le seul chemin authentique qui mène véritablement au sommet, là où la vue est dégagée, où l'on peut enfin voir clairement l'ensemble du paysage de notre vie. Si vous refusez ces vérités, si vous les rejetez dans le déni, vous resterez coincé dans la vallée du déni, dans le brouillard épais de l'amertume qui ne se lève jamais. Si vous les acceptez courageusement, si vous les embrassez pleinement malgré leur dureté, vous découvrirez qu'il est possible de vivre heureux, intensément heureux, jusqu'au dernier souffle de votre existence. La vieillesse n'est pas une punition cruelle pour avoir vécu longtemps. C'est l'étape ultime de notre développement humain. C'est le moment où l'on devient pleinement humain, complètement mature, débarrassé enfin des illusions inutiles, prêt à aller directement à l'essentiel sans perdre de temps. L'essentiel, c'est l'amour donné et reçu. L'essentiel, c'est le lien authentique avec les autres.
L'essentiel, c'est la vie qui circule et se transmet, malgré tout ce qui peut arriver de difficile, grâce à tout ce que nous avons appris. Alors, n'ayez pas peur de vieillir. Regardez votre âge en face, directement, sans détourner le regard. Souriez-lui avec bienveillance et dites-lui avec confiance: je t'accepte pleinement et je vais faire de toi une œuvre d'art unique. Nous avons traversé ensemble ces vérités aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elles résonnent en vous, non comme des sentences définitives et pessimistes, mais comme des invitations ouvertes à vivre différemment. Des invitations à vivre plus vrai, plus fort, plus authentique. Si cette réflexion vous a touché profondément, si elle a allumé une petite lumière d'espoir dans votre esprit, partagez ces idées autour de vous. Parlez-en avec vos proches, vos amis. C'est en partageant ces réflexions que nous construisons une communauté plus résiliente, plus humaine, plus consciente. Merci de m'avoir écouté avec attention, merci d'être là, présent jusqu'au bout. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt.